La première femme du samouraï. Il y avait, une fois, un jeune samouraï de Kyoto qui était tombé dans la misère à la suite de la ruine de son seigneur, et qui fut obligé de quitter sa demeure et de s'engager au service du gouvernement d'une lointaine province. Avant de quitter la capitale, le samouraï divorça d'avec sa femme, qui était très belle et extrêmement bonne, pensant obtenir un avancement plus facile en contractant une autre alliance. Il épousa donc la fille d'une famille assez distinguée et l'emmena avec lui dans la province où il était appelé à vivre désormais. Or, ce fut au cours de son insouciante jeunesse et tenaillé aussi par la dure expérience de la misère que le samouraï se méprit ainsi sur la valeur de cette affection qu'il répudia si légèrement. Car son second mariage ne fut pas heureux. Sa nouvelle épouse était dure et égoïste, et il eut bientôt toutes les raisons de songer, avec tristesse, à sa vie passée à Kyoto. Alors il découvrit qu'il aimait toujours sa première femme, et qu'il l'aimait même beaucoup plus qu'il ne pourrait jamais aimer la seconde. Et il commença à se rendre compte combien il s'était montré injuste et ingrat envers elle. Peu à peu, son regret se transforma en un remords qui ne lui laissa point de répit. Des souvenirs de la femme qui l'avait trahi, son doux parler, ses sourires, ses façons d'être mignonne et raffinée, sa patience inlassable, le hantaient continuellement. Parfois, dans ses rêves, il la voyait assise à son métier, tissant, comme lorsqu'elle travaillait nuit et jour pour l'aider pendant leurs années de misère. Mais il la voyait plus souvent agenouillée seule dans la petite chambre désolée où il l'avait quittée, voilant ses pleurs derrière sa pauvre manche usagée. Même pendant les heures de son travail officiel, les pensées du samouraï se tournaient vers elle. Alors, il se demandait comment elle vivait et ce qu'elle devenait. Quelque chose au fond de son cœur l'assurait qu'elle n'accepterait pas d'autre mari que lui et qu'elle ne refuserait jamais de lui pardonner. Et il résolut, en son fort intérieur, d'essayer de la retrouver dès qu'il pourrait se rendre à Kyoto, d'implorer son pardon et de le reprendre auprès de lui. En somme, de faire tout ce qui était humainement possible pour réparer ses torts. Mais les années s'écoulèrent. Enfin, la mission officielle du gouverneur touchait à son terme, et le samouraï se trouva libre. Il résolut donc de retourner auprès de sa bien-aimée. « Ah, quelle cruauté, quelle folie j'ai commise en divorçant !» s'écria-t-il. Il renvoya sa seconde femme dans sa famille, car elle ne lui avait point donné d'enfant, et, se hâtant vers Kyoto, il se mit à rechercher son épouse d'autrefois, sans même prendre le temps de changer son costume de voyage. Lorsqu'il parvint à la rue où elle vivait jadis, il était déjà tard, et la nuit était tombée, la nuit du 10e jour du 9e mois. La ville était aussi silencieuse qu'un cimetière, mais grâce au clair de lune très brillant, il put trouver son ancienne maison sans aucune difficulté. Elle paraissait abandonnée, de hautes herbes poussaient sur le toit. Il frappa contre les portes à glissière, mais personne ne lui répondit. Puis, s'étant rendu compte que les portes n'avaient pas été fermées de l'intérieur, il les poussa et entra. La chambre principale était vide. Il n'y avait pas de natte à terre. Un vent glacial soufflait par les crevasses du plancher, et la lune brillait par une fente dans le mur de l'alcôve. Les autres pièces présentaient le même aspect délabré. La maison semblait inoccupée. Néanmoins, le samouraï résolut de visiter une dernière pièce à l'extrémité de la maison. Une très petite chambre qui, jadis, avait été le lieu de repos préféré de sa femme. En approchant de l'écran qui la fermait, il tressaillit en constatant qu'une lumière éclairait l'intérieur de la chambrette. Il repoussa l'écran et ne put retenir un cri de joie, car il aperçut sa femme qui cousait à la clarté d'une lampe que coiffait un abat-jour en papier.
Au même instant, ses yeux rencontrèrent les siens, et spontanément, elle l'accueillit avec un sourire illuminé de bonheur, lui demandant seulement « Quand donc êtes-vous arrivé à Kyoto ? Et comment avez-vous réussi à me retrouver parmi toutes ces pièces obscures ?» Les années ne l'avaient pas changée. Elle paraissait aussi jeune et aussi belle que dans le souvenir le plus doux qu'il conservait d'elle. Mais plus douce encore que tout souvenir. La musique de sa voix lui parvint remplie d'un tremblement de joie émerveillée. Alors il prit place joyeusement à ses côtés et lui raconta tout, lui avoua qu'il s'était amèrement repenti de son égoïsme et qu'il avait été très malheureux sans elle. Ah, il l'avait certainement regretté, et depuis longtemps il s'était promis de s'amender vis-à-vis d'elle. Et tout en se parlant, il la caressait et ne cessait de la supplier de lui pardonner. Elle lui répondit avec une douceur aimante selon le désir de son cœur, en l'implorant de ne plus se reprocher quoi que ce fût. Elle lui dit qu'il avait eu tort de s'astreindre à souffrir à cause d'elle, car elle avait toujours senti qu'elle n'était pas digne d'être sa femme. Cependant, elle savait que, s'il s'était séparé d'elle, ça n'avait été que poussé par la misère, et que, tant qu'ils avaient vécu ensemble, il s'était toujours montré très bon, et elle, de son côté, n'avait pas cessé de prier pour son bonheur. Mais en admettant même qu'il pût y avoir une raison de parler de réparation, cette honorable visite qu'il daignait lui faire suffisait amplement à la consoler de tout son chagrin passé. Car quel bonheur plus grand pouvait-elle connaître que celui de le revoir ainsi, ne fût-ce même que pour un instant. « Pour un instant ?» répondit-il avec un rire joyeux. « Dis plutôt pour la durée de 100 existences, ô ma bien-aimée, car, à moins que tu ne me le défendes, je reviens vivre avec toi pour toujours, oui, pour toujours. Rien ne nous séparera plus désormais. Aujourd'hui, je possède des amis et des ressources. Nous n'avons plus à craindre la pauvreté. Demain, on m'apportera ici toutes mes richesses et mes domestiques viendront te servir. Et nous embellirons cette maison. Si je suis venue ainsi ce soir sans même changer de vêtements, c'est parce que j'étais poussée par un impatient désir de te revoir et de te dire tout cela. » Elle parut très contente de ces paroles, et elle lui raconta à son tour tout ce qui était arrivé à Kyoto depuis son départ, tout, sauf toutefois ses propres chagrins, dont elle refusait très doucement de parler. Ils bavardèrent fort tard de la sorte, puis elle le conduisit vers une chambre plus chaude donnant au midi, et qui avait été jadis leur chambre nuptiale. « N'as-tu personne dans la maison pour t'aider ?» demanda-t-il en la voyant lui préparer sa couche. « Non, dit-elle en riant joyeusement, je n'avais pas les moyens d'avoir une domestique, alors j'ai vécu toute seule. Demain, tu auras plusieurs domestiques, dit-il, des domestiques excellents, et tout ce dont tu pourras avoir besoin. » Alors ils s'étendirent pour se reposer, mais non point pour dormir, car ils avaient encore trop de choses à se dire. Et ils parlèrent du passé et de l'avenir jusqu'à l'aube naissante. Puis, involontairement, le samouraï ferma les yeux et s'endormit. Lorsqu'il s'éveilla, le jour filtrait par les crevasses des volets à glissière et, à sa stupéfaction, il se vit étendu sur les planches nues d'un parquet moisi. Avait-il simplement fait un rêve ? Non, elle était là. Elle dormait. Il se pencha sur elle, la regarda et poussa un cri d'épouvante. Car la dormeuse n'avait pas de visage. Devant lui, enroulé dans son lit seul, gisait le cadavre d'une femme. Un cadavre à ce point émacié qu'il n'en restait plus rien que les ossements et une longue chevelure noire tout emmêlée. Alors, lentement, tandis qu'il se tenait tout grelottant d'horreur au soleil, son épouvante céda à un désespoir si affreux, à une douleur si atroce, que sa pensée s'accrocha en dépit de tout à l'ombre moqueuse d'un doute. Feignant de ne pas connaître le voisinage, il se fit indiquer le chemin jusqu'à la maison où sa femme avait vécu.
Il n'y a personne dans cette demeure, dit la personne qui l'interrogea. Elle appartenait à la femme d'un samouraï qui quitta la ville voici de longues années. Il divorça d'avec elle afin d'épouser une autre femme plus riche. Et elle en ressentit un tel chagrin qu'elle en tomba gravement malade. Or, elle n'avait point de parents à Kyoto, et personne pour la soigner. Alors, elle mourut à l'automne de la même année, le 10e jour du 9e mois.